Très bien. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire, cette masterclass sur la thématique quel leadership pour entreprendre, pour innover en entreprise. Alors, on était parti sur pour innover en entreprise au Maroc, mais en fait, c'est innover tout court. Donc, elle sera animée par deux intervenants de notre master leadership et projets innovants. Nassef Minda, donc, qui est PhD en innovation et qui est également directeur de la formation continue à Centrale Supélec Exed Campus Casablanca. Et Luc Salaho-Roulé, qui est expert en leadership, et que je vais peut-être laisser se présenter. Donc, je vais peut-être laisser se présenter Nassef et Luc. Je vous laisse choisir l'ordre dans lequel vous voulez vous présenter. Luc, je te donne la parole. Écoute, avec joie. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, c'est encore le matin. Je suis dans les Antilles. Je vous appelle depuis chez moi, depuis mon bureau. Et j'ai la joie de venir au Maroc depuis une dizaine d'années pour continuer dans le groupe des écoles centrales à diffuser tout ce qui est leadership. Voilà, j'ai pu travailler sur les questions du leadership dans le monde entier. Philippines, Madagascar, toute l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, les Caraïbes où j'habite. Et donc, j'adore cette thématique de leadership qui est au cœur de l'identité centralienne, qui est au cœur de Centrale Casablanca. Et j'avais eu le privilège d'être parmi les pionniers pour ouvrir Centrale Casablanca aux côtés de Nassef, dont la confiance m'honore toujours. Donc, Nassef, je te laisse continuer. Merci. C'est surtout ta fidélité à ce beau projet, Luc, qui nous honore et qui nous ravit tous les jours. Donc voilà, je reprends un peu le côté présentation et donc à mon tour de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc Minda Nassef, comme Nargis l'a présenté, donc je suis directeur d'information continue Centrale Supélec. Ça, c'est pour la partie, on va dire, institutionnelle. Mais là, je suis en ma qualité de responsable et d'intervenant dans le master, Executive Master, Leadership et Projets innovants, qu'on a le plaisir d'ailleurs de lancer, hein, comme Luc l'a dit, bientôt 9 ans maintenant. Donc, on est à la 9e promotion d'une belle aventure et toujours avec un objet qui est toujours vivant, qui est le LPI, donc, qui s'accommode des différents changements, qui s'accommode aussi des questions et des sujets qui intéressent tout le monde. Donc, je pense sans transition, on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'il y a aussi cette partie masterclass que j'ai le plaisir de co-animer avec Luc. Donc, moi, pour ma part, et sur mon background académique, donc j'ai, on va dire, une certaine expertise en innovation. J'ai moi-même soutenu un doctorat en innovation à Centrale Paris, il y a de cela un certain temps. On va taire les années. Et puis surtout, une pratique de l'innovation auprès de différentes organisations, dans des programmes divers et variés, que ce soit des entreprises, principalement en France, mais aussi au Maroc. Et comme tu l'as si bien dit, Luc, le sujet d'innovation, finalement, et même de leadership par ailleurs, quelle que soit la latitude, quel que soit l'endroit ou la zone géographique, on est confronté plus ou moins au même sujet, aux mêmes problématiques, modulo bien sûr certaines spécificités, mais j'ai envie de dire le cœur du sujet est toujours le même. Donc pour cela, on a essayé de vous présenter ce webinaire sur deux concepts que malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, on n'associe pas souvent ensemble, qui est à la fois celui de l'innovation et du leadership. Et Dieu sait que ce soit les gens qui appréhendent de la thématique de l'innovation, pardon, du leadership, vont certains moments ou d'autres parler de transformation, donc d'innovation par conséquence, parce que bon, voilà, si on veut transformer, il faut bien changer des choses. Et si on peut retenir cette définition-là de l'innovation. Et de même, bien sûr, quand on est dans l'innovation, c'est pas jamais évident de pouvoir porter ce type de projet. Donc le leadership est très, très prégnant. Et donc, on est là pour vous faire justement un peu cette rencontre de ces deux mondes qui coexistent dans la réalité, mais qui peut-être ne se parlent pas vraiment, on va dire, de manière un peu analytique ou académique. Alors, pour cela, on a concocté quelques éléments de partage. On va revenir un peu en 5 points pour adresser ce sujet. Peut-être revenir un petit peu sur la notion de processus d'innovation, parce qu'on va peut-être partir de là. De parler aussi de l'enveloppe, de l'entité qui va accueillir cette innovation, qui est l'organisation avec ses particularités,
pour in fine basculer sur le leadership d'innovation et à une thématique, on va dire, ou du moins comment dire, un concept émerge, qui a émergé assez rapidement, récemment, qui est le leadership ambidextre, qu'on va essayer de traiter sur 2 points, à savoir une première, non pas définition académique, mais déjà poser un peu le cadre, et aussi voir un peu comment est-ce qu'on incarne ce leadership un peu ambidextre. Bien sûr, on va pas, vous avez le chat au niveau du webinaire, donc l'idée c'est aussi que vous puissiez poser peut-être vos questions au fil de l'eau. On peut aussi prendre le temps de s'arrêter par moment pour pouvoir y répondre, et ça nous permettra d'être dans une discussion constructive et une co-construction de ce moment qu'on l'espère bénéfique et instructif pour tous et toutes. Alors le processus d'innovation, on va juste poser un petit peu rapidement un peu le cadre. Et sans trop rentrer bien sûr dans les détails et puis dire, ben voilà, c'est quoi un processus d'innovation? Bah, finalement, un processus d'innovation, quand on regarde un peu, c'est comme dans toute démarche, ça va commencer par alors, une demande, on va dire une demande qui est posée, que ce soit par un donneur d'ordre, une entreprise, un patron ou tout simplement la situation. Et que dans ce processus qui va nous mener de cette demande, de ce besoin vers une solution, un objet ou un produit, bah, va passer grosso modo par ces 3 phases qui sont la génération d'idées ou l'idéation, la rétention de l'idée et du concept. Donc, une fois qu'on a phosphoré, bah, il faut quand même à un moment donné en retenir une. Et puis après, il y a la partie implémentation, industrialisation justement de cette idée. Alors, je passe très rapidement, mais ce qui est très intéressant pour nous, pour poser un peu le cadre, c'est de revoir un petit peu les boucles que vous voyez à côté du schéma. C'est ces boucles un peu récursives, à la fois toujours entre créativité et implémentation. Quelle que soit la phase où on va travailler sur le processus d'innovation, on va toujours être dans des phases d'ouverture, de fermeture, de convergence, de divergence, qu'on va appeler une sorte de respiration créative. On va essayer d'imaginer plein d'idées. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui ont suivi certains modules de créativité à proprement parler, on dit que la qualité dans la créativité vient par la quantité. Donc, il faut beaucoup d'idées, pas la, il y a toujours ce mythe de cette ampoule qui s'allume et que, bon, on l'a trouvé, mais au fait, quand on regarde un peu dans la réalité des choses, c'est souvent beaucoup de recherches, beaucoup de voies et beaucoup de sentiers qu'on va ouvrir pour finalement retenir une seule direction. Et à chaque phase, ça se passe de cette manière. Donc voilà, il y a déjà quelque chose qui caractérise un peu ce processus d'innovation, qui est ce côté ouverture, fermeture, convergence, divergence, et qui va nous permettre justement de comprendre par la suite quelle qualité, quelle compétence de leadership on va pouvoir ou on doit potentiellement déployer. Donc ça, c'est pour le premier point qui est le processus d'innovation. Ce processus d'innovation, comme je disais en introduction, il s'inscrit dans une enveloppe. Il ne se fait pas n'importe où, il se fait dans une enveloppe, dans une entité. Ça peut être une association, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration aussi, bien sûr. Donc, on va parler de manière générale de l'organisation. Alors, sauf que lorsqu'on regarde un peu les théories de l'organisation, il y a quelque chose qui frappe énormément et qui caractérise un petit peu ces innovations, c'est ce qu'on appelle cette dualité organisationnelle. C'est-à-dire, pour dire chose de manière très simple, toute organisation est caractérisée par ce qu'on va appeler des processus d'exploitation. Et c'est ce que vous connaissez généralement parce que vous travaillez dans des organisations, c'est-à-dire que vous avez des objectifs, vous avez des missions, pardon, vous avez un business model potentiel pour lequel l'organisation a été montée, et on a mis en place des processus qu'on doit respecter et on doit rentrer un petit peu dans le cadre de ça. Sinon, ça va être un peu le chaos. Donc, on doit suivre quand on travaille, quand on est dans des organisations, on doit être dans des processus, donc des pratiques, on va appeler d'exploitation. Mais de l'autre côté, on a aussi tout un besoin dit d'exploration, c'est-à-dire qu'on doit être aussi dans la recherche de nouvelles pistes de développement, ce qu'on va mettre un peu dans le vocable de la créativité, enfin, de l'innovation, des programmes d'innovation. Et donc, une entreprise, une organisation doit être toujours dans ce balancier entre l'exploration et l'exploitation. Ce qui
va mettre en place finalement un premier paradoxe, qui est ce paradoxe qu'on appelle aussi le paradoxe de l'innovation. C'est-à-dire que d'un côté, dans l'organisation bien sûr, d'un côté, on doit à la fois mener de ces démarches, enfin, ce qu'on va appeler le run, qui vont nécessiter des compétences, des qualités, une organisation bien spécifique. Et de l'autre, on doit aussi pouvoir découvrir, ouvrir de nouveaux sentiers, aller à la découverte, et on va être dans l'exploration. Et très vite, c'est des choses qui vont s'opposer, c'est des choses qui sont contradictoires, qui fait dire d'ailleurs à certains chercheurs qu'il est quasiment difficile, voire presque impossible, d'implémenter l'innovation dans l'organisation, ou du moins, pardon, d'organiser l'innovation. Bon, maintenant, on voit bien qu'il y a des programmes d'innovation qui se mettent en place, donc on fait face justement, et ceux qui les portent mesurent bien un peu cette difficulté, parce que vous avez des dilemmes à la fois temporels, à savoir l'exploitation, on va être dans du temps relativement court, moyen, court terme, alors que l'exploration, voilà, on s'engage sur des processus de très long terme. Et il faut concilier les deux. Et est-ce qu'on a les différences et tous les sujets que vous avez pu entendre? Alors, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais quand on parle des KPI de l'innovation, comment dire, on ne sait pas comment mesurer, comment piloter l'innovation. On est toujours dans cette difficulté du pilotage de l'innovation. Et en même temps, ces deux processus qui sont ces processus d'exploration et d'exploitation, finalement, l'un va aussi vont faire justement cette difficulté pour mettre en place, pour implémenter ces projets d'innovation. Alors, Donc tu n'enchaînes, excuse-moi Nassef de t'interrompre, je t'en prie, bien mais sûr. tu m'as demandé de le faire quand je le sentais, donc je me permets. Je salue tous ceux qui nous rejoignent, et ils sont plus nombreux là depuis un moment. Et j'en profite aussi pour vous dire que, bonjour Safe et d'autres, je profite pour vous dire que Nassef et moi allons vous nourrir de quelques slides, et ensuite on aura un temps d'échange. Et donc, je rappelle à Nargis aussi, notre besoin à Nassef et moi, que tu nous rappelles la gestion du temps, histoire d'avoir suffisamment de temps à la fin pour échanger. En ce qui me concerne, j'ai une obligation qui me fait que dans 45 minutes, je devrais vous quitter. Mais je suis ravi d'être ici. Nassef, je te redonne la parole pour enchaîner le run de ces slides. Voilà. Donc, merci. Ça veut dire que j'ai été trop lent sur les premiers slides, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. C'est très subtil, cher Luc. Non, mais tu as bien raison. Enchaîne. On va enchaîner assez rapidement pour dire un petit peu, voilà, un peu cette notion, justement, cette dualité. C'est ce qu'on appelle justement l'ambidextrie. Oui, donc, pour le terme, veut dire être habile de ses deux mains. Donc, quand on est ambidex, c'est on peut être aussi bien bon de la main de gauche que de la main droite et vice-versa. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à théoriser en disant, voilà, il faut mettre en place ce qu'on appelle des formes ambidextres. Et ce qu'on a commencé à regarder un petit peu dans cette ambidextrie et dans la réflexion, c'est qu'on s'est dit dans un premier temps, pour y répondre, on va soit créer des structures ambidextres, c'est-à-dire qu'on va dédier des espaces, des coins reclus pour gérer notamment cette partie d'innovation. Ça remonte 76, donc on s'est rendu compte que quand on détache les gens d'innovation, finalement, il y a des problématiques d'intégration. Après, on va dire, non, on va essayer de mettre en place une forme d'ambidextrie séquentielle, c'est-à-dire que c'est l'organisation elle-même qui va osciller d'une organisation plus orientée à innovation, plutôt orientée à exploitation. Et là, on a aussi retrouvé quelques limites parce que finalement, c'est pas évident et on connaît tous l'inertie organisationnelle de faire un braquet comme ça d'un côté ou de l'autre. Et finalement, ce qui a été retenu, ce qui est de plus en plus retenu, ce qu'on va appeler l'ambidextrie contextuelle. Et là, on est plutôt dire, non, finalement, c'est les individus qui doivent le porter. Et ce fameux leadership un petit peu ambidextre qui va permettre à l'organisation de dépasser cette contradiction par la capacité, par les habilités, par ce leadership, par ces soft skills que doivent avoir ces personnes pour pouvoir développer ces compétences. Alors, du coup, ce leadership d'innovation, finalement, alors, il y a une définition que je vous propose ici juste pour se mettre d'accord, mais Luc en a une bien meilleure, qu'il a lui-même développée dans ses écrits. Très rapidement, juste pour évacuer un peu la question et prendre une définition sur laquelle beaucoup de gens se rejoignent. Le leadership, c'est un processus d'influence où finalement une personne va faire en sorte que un individu ou un groupe d'individus vont atteindre un objectif commun sans coercition, c'est-à-dire sans les forcer, ils vont pouvoir atteindre les choses. Et quand on regarde aussi les différentes typologies finalement de leadership, et l'idée c'est pas de vous
passer tout le tableau en revue, mais de regarder finalement qu'il y a plusieurs types de leadership. Il n'y a pas un seul leadership. D'ailleurs, c'est ce qu'on regarde souvent dans notre formation du master leadership et projets innovants. C'est qu'on ne va pas vous dire soyez tel type de leader ou tel type de leader. Je pense que Luc est tellement aligné avec ça, mais il va pouvoir le plus revenir en détail dans la partie incarnation. Mais qu'il y a différents types. Si on prend une typologie, là on a pris celle de Goldman. Il y a plusieurs types de leadership, plusieurs façons de faire de leadership dans une typologie qui est celle-ci. Et donc, vous voyez qu'il y a une certaine diversité, mais surtout, regardez un petit peu peut-être la dernière ligne ici, qui est le sens. À chaque fois, quand on va parler de différents types de leadership, on va voir qu'on est à la fois soit sur du leadership qui va favoriser de la convergence, c'est-à-dire qu'on va aller vers un objectif bien précis, ou encore des leaderships qui, au contraire, vont favoriser de la divergence, de l'éclosion, de la créativité. Et là, vous voyez un peu où je veux venir, c'est que finalement, c'est ces différents types de leadership qui vont un peu constituer ce que Descamps appelle un petit peu ce leadership d'innovation. On va avoir finalement des comportements de leaders à différentes phases du process d'innovation qui vont permettre justement de s'adapter aux besoins, qui peut être soit des besoins où il faut diverger. Je pense par exemple à la phase de créativité où là justement il faut que les capacités de leader permettent aux équipes de phosphorer, d'explorer finalement des pistes. Mais une fois qu'on a exploré une piste, il faut finalement aller focus sur un objectif, le réaliser, parce que l'innovation, comme le dirait un auteur que je cite souvent, qui est Peter Carnoway, qui est un Danois, il dit Innovation is about moving molecules. Ce n'est pas des idées, c'est faire bouger des choses. Et elle doit se matérialiser d'une certaine manière. Donc on doit rentrer dans cette phase qu'on va appeler une phase d'implémentation, de réalisation. Alors, et là, du coup, on a notre fameux leadership, qui est justement ce concept de leadership ambidextre, qui va finalement être quelqu'un qui va permettre de déjà bien comprendre un peu cette dualité de l'innovation, ce côté ouverture-fermeture, donc déjà en avoir conscience et comprendre un petit peu les différentes phases de l'innovation pour pouvoir agir en conséquence, et du coup, pouvoir lui-même engager ces mouvements. J'aime bien un peu l'image de cette respiration entre à la fois cette convergence-divergence, opening and closing, de sorte à ce que il va permettre à l'ensemble de ses équipes, de son entourage, de son périmètre, de son environnement, de finalement avoir ces comportements ou les comportements adéquats dans les différentes phases. Et ça, c'est ce qui va caractériser, à notre sens, ce leadership de l'innovation. C'est comment avoir cette intelligence de la situation pour justement savoir qu'on est dans une phase où on peut justement diverger, phosphorer, sortir du cadre, si on prend des expressions qui sont relativement utilisées, mais en même temps, ou à suite à ces phases-là, savoir que finalement, OK, une fois qu'on a compris, là, il faut réaliser, il faut transformer l'essai et justement passer à l'action, passer à la réalisation et passer à l'implémentation de cette innovation. Et du coup, on va avoir ces différents comportements qui vont être à la fois des comportements qu'on va appeler de coaching, on va appeler de permettre un petit peu l'expérimentation et l'erreur, la prise de risque, euh, la liberté d'action, l'autonomie, permettre aux gens de s'exprimer, encourager l'apprentissage, mais en même temps, avoir ce contrôle pour suivre, donc finalement, on revient finalement sur quelque chose qu'on connaît très bien quand on parle d'organisation de management, de définir des processus et des routines organisationnelles, de minimiser aussi la prise de risque, de contrôler l'adhésion aux règles communes, d'uniformiser finalement ce qu'on va appeler de mettre un cadre. Et c'est donc ce balancier qui est un peu prescriptif de ce qu'on comprend, de à la fois casser le cadre quand il le faut et permettre justement que les gens puissent s'approprier cette capacité à pouvoir casser le cadre. Et quand il le faut aussi, remettre ce cadre, remettre ce processus pour pouvoir réaliser un petit peu ce projet à la fois complexe et continu qui est l'innovation. C'est ce qui, d'ailleurs je vais aller très vite, qui fait dire finalement qu'on va être dans une sorte de schizophrénie quelque part, du leader entre finalement des comportements qui peuvent paraître
par moments contradictoires, mais qui doivent être incarnés finalement dans une même personne. Et donc, en parlant d'incarnation, je pense qu'on va laisser la parole à Luc, parce que pour ceux qui connaissent le programme, et il y en a certains effectivement qui se joignent à nous, c'est d'ailleurs cette force de dire, OK, on a compris un petit peu, il y a tout ce rationnel qu'on apporte, notamment dans les différentes formations du LPI, parce qu'il faut qu'on puisse poser un cadre, savoir un petit peu comment on gère les choses. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le prescriptif, qu'on est dans l'incantatoire, que les choses se réalisent. Il faut qu'il y ait une sorte de appropriation, d'incarnation, de développer ce savoir-être qui va permettre justement d'aller mobiliser ses savoirs, mobiliser ses savoir-faire au service des projets et au service des organisations. Merci Nassef pour cette introduction ou cette première partie. Je vais essayer d'être bref moi aussi. C'est vraiment une joie de t'entendre, Nassef, poser le cadre parce qu'il me permet, moi, de dire avec plus de précision encore, je crois, ce que j'amène aux étudiants du master sur une année, où je les vois en général le début et puis à la fin, et puis au milieu aussi. Et donc, ça me permet de voir la transformation des étudiants. Alors, je vais te demander de rester en arrière, s'il te plaît. De revenir une slide en arrière, Nassef. Nargis, voilà. En fait, là où j'aime beaucoup travailler avec les étudiants du master, c'est d'être dans le vécu dans la salle de classe, avec des simulateurs de stress, simulateurs d'innovation, simulateurs de rupture. Je vois Safe qui est là et qui sourit. Il a vécu tout ça il y a pas mal d'années maintenant. Et donc, j'ai pu progressivement, comme Nassef le fait, théoriser le vécu du leadership, le vécu de l'innovation. Et j'ai ces 3 états intérieurs que je propose. Soit je suis dans mon meilleur état et j'essaie de l'être devant vous, là tout de suite. Je suis centré, rassemblé. Tout va bien. Voilà, et en le disant, je vais encore mieux parce que je m'offre cette transformation intérieure où je suis encore mieux avec vous, mieux avec moi-même. Si je ne fais pas attention, je vais pouvoir me décentrer. Et la vie de tous les jours, le réveil le matin en famille, les enfants qui ont besoin de quelque chose, les clients au boulot, etc. On peut être facilement décentré et c'est un peu notre soi ordinaire. Et c'est normal de vivre là-dedans. Et puis après, on peut être vraiment décentré parce que notre entreprise est en crise, parce que l'innovation est mal gérée, parce que je ne sais quoi. Et là, à l'intérieur de moi, je vais me sentir un peu fragmenté. Soit je le sens, soit je le suis sans même le sentir. Et je peux être blessant pour mon entourage, mes collègues, mes boss, mes clients, mes fournisseurs, mon épouse, mes enfants, etc. Donc voilà, et je suis dans mon pire moi-même. Donc à partir du moment où on admet qu'on peut on peut osciller entre notre meilleur soi, notre soi ordinaire et notre pire soi, à ce moment-là, ben, sur une année avec les étudiants du master, on travaille à développer notre meilleure manière d'être. Et on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc là, on a sur cette courbe bleue, si vous voulez, l'évolution d'une organisation qui peut évoluer entre quelque chose qu'on peut appeler lumière et ombre, ou dit encore autrement, inconfort, et puis d'un côté, confort des personnes vers plus de dignité, de prospérité, de paix partagée entre les employés, avec les fournisseurs, avec les clients, etc. Et donc, si je prends le premier défi, on a un défi technique où il y a je sais pas, un système informatique qui s'est effondré, donc il faut le réparer. Et quand on sort de cet inconfort-là, eh bien, on est au même niveau. On a retrouvé on n'a pas innové, on a juste réparé un problème technique. Après, il peut y avoir des efforts plus importants à faire si ce système informatique qui s'est effondré nous oblige à mettre un autre système informatique en place. Et à ce moment-là, la chute dans ce deuxième défi est plus grande, mais la remontée de la chute est à un niveau d'être, de confort qui est meilleur. Et puis le troisième défi, là aussi, comme Nassef, je vais vite, et je pourrais revenir avec des questions après. Le troisième défi, résolution d'un défi humain complexe, là, on est sur, vous voyez, les secousses qui sont fortes jusqu'à aller jusqu'à un moment de crise très fort. Et la théorie le dit et la pratique le montre aussi. Quand ça secoue très fortement dans des processus d'innovation, subis ou dirigés, eh bien, on peut soit aller au bout en disant nous sommes perdus, quel bonheur, nous allons grandir ensemble. Et ils sont rares les leaders qui sont capables de rester sereins
rester centré dans cet état-là. Mais voilà, à un moment donné, il faut pouvoir embrasser ces défis-là pour pouvoir remonter. Sinon, on va éviter les défis humains. Il y a ces fameux mécanismes d'évitement des défis où on va procrastiner, remettre au lendemain, ou dire tout simplement être dans le déni, il n'y a pas de problème. Et vous voyez la flèche grise souligne le risque de dégradation dans le temps si les mécanismes d'évitement sont trop forts. Et au niveau macro, ce que nous vivons tous sur la planète, c'est le changement climatique. Donc à quel point est-ce qu'on évite ou on embrasse le besoin de changement autour du changement climatique? C'est voilà, une manière, je crois, pour nous tous de partager ce que c'est un défi humain qui demande de passer par l'inconfort. Donc voilà, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, à partir de là, si on dit qu'il y a différentes manières d'être à soi et donc aux autres, ce que la pratique a montré, et là je vous offre ma dernière définition de 2023, et pour ceux qui étaient avec moi il y a quelques années, vous retrouverez les mots, il y a juste un ou deux mots qui ont changé. Mais pour moi, le leadership ambidextre que promeut finalement Nassef avec le master, que nous promouvons à Centrale, ce leadership, c'est l'art et la manière de réaliser ensemble, bouger les molécules, comme disait Nassef, c'est vraiment être dans le faire. Mais pour être dans le faire, il faut regarder, oser regarder la réalité en face pour accomplir ensemble le projet durable. Voilà. Et le plus dur, on en parlait avec Nassef il y a un instant, avant de vous retrouver, c'est d'oser regarder la réalité en face. C'est tellement difficile souvent d'assumer les contradictions que nous avons quand on regarde la réalité en face. Et dans les processus d'innovation, c'est ça qui peut créer de l'inconfort. Voilà, donc il y a différents temps sur le sujet. Et juste, tu me permets, Luc, de compléter Bien sur ce sûr. point. Dans ce regard de la réalité, c'est aussi cette quête de la réalité. Et si je reprends mes termes en tant qu'innovation, c'est la compréhension de l'environnement dans lequel on va innover. On n'innove pas sans connaître un peu, et ça se traduit par une analyse, par une connaissance de l'existant, par une compréhension des besoins, des utilisateurs, de l'ensemble de l'écosystème et de l'ensemble de sa complexité. Parce que finalement, innover, c'est changer quelque chose dans l'état du monde, mais on ne peut pas changer un monde si on ne connaît pas le monde précédent. Et donc, j'adhère complètement à ta définition, le fait de mettre la réalité au centre. C'est vraiment ce point-là essentiel de compréhension, voire même des fois de modélisation. Parce que si on veut transformer, on veut bouger, bah, faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut se permettre de changer et aussi à quel moment on peut changer. Parce qu'il y a aussi des questions de temporalité qui entrent en jeu. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer tout de suite, mais il faut attendre le moment opportun. Et ça aussi, d'ailleurs, on pourrait en parler, mais quand on travaille notamment sur des choses en termes de comprendre un petit peu la vie des structures, des organisations, quand ils vivent des moments de crise, et beaucoup de gens disent que vivent les crises parce que c'est là où on peut justement intervenir, parce que finalement c'est le champ des possibles qui s'ouvre, c'est connaître cette réalité, et connaître cette réalité qui souvent est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, dynamique. Voilà, je me C'est permettais cette ça, petite... bien sûr. Et voilà, et puis pour amplifier sur ce que tu dis, Nassef, avant d'aller de l'avant, on reste sur la définition, s'il te plaît, merci. Le fait de regarder la réalité en face, c'est pas seulement cognitif, regarder, comprendre, analyser, c'est aussi la confronter à un point où cette réalité va nous révéler des choses sur nous-mêmes et va nous faire nous remettre en cause. Et l'un des exemples les plus fameux d'innovation qui ne s'est pas faite, c'est l'innovation pour Kodak, les ingénieurs chimiques qui avaient euh, mené Kodak au sommet du leadership mondial de la photographie. Ils ont commencé à regarder le fait que la photographie numérique prenait de la place, mais en tant qu'ingénieurs chimiques, ils n'avaient pas les ressources pour embrasser cette révolution. Ils étaient obligés de se remettre en cause, ils étaient obligés d'aller se former à des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et l'entreprise Kodak, je pense que vous le savez tous ou une grande partie d'entre vous, n'a pas pris le tournant du digital et donc de leader est devenu vraiment un acteur de seconde zone, se focalisant sur Voilà, donc c'est une manière de dire que regarder la réalité en face, ça nous oblige quelquefois à admettre que nous avons à changer très profondément, chacun d'entre nous, dans nos pratiques. Voilà. D'où Et juste l'inconfort pour et le besoin compléter sur l'histoire, d'apprendre à... Ouais, et notre besoin en tant que leader innovant
leader ambidextre, c'est d'apprendre à rester centré, rester intact malgré les secousses que le monde qui bouge nous inflige. Voilà, pendant la scène. Et juste pour compléter la petite histoire, Kodak a été une des premières entreprises à déposer un brevet sur l'appareil photo numérique. Voilà. Comme quoi, l'ironie de l'histoire est C'est ça. là-dessus. J'ai vu passer Safe dans ton interpellation. Gardons-la pour dans 5 minutes quand on aura bouclé les slides. Elle est essentielle. Merci. Donc, voici un concept ou une analyse du pouvoir que j'ai ciselé au fur et à mesure des années d'enseignement à Centrale. C'est ce que j'appelle le cœur du pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on ressent chacun d'entre nous et que j'arrive à décomposer grâce à mes maîtres à l'université de Harvard entre d'un côté autorité et leadership, mais après je rajoute une dimension de souveraineté. Et vous aurez les mots en arabe sur la slide suivante. Mais donc le pouvoir, j'ai du pouvoir. Pourquoi? Parce que devant vous aujourd'hui, Nassef qui m'embauche depuis 10 ans m'a autorisé à être devant vous. Vous voyez, donc là c'est l'autorité. J'utilise le mot autorité non pas au sens autoritarisme, mais juste dans la simplicité des autorisations qui sont données en entreprise pour être à certains postes, pour assumer des mandats. Donc c'est le pouvoir extrinsèque qui m'a été accordé. Quand j'invite chacun à ressentir sa souveraineté dans le master, cette souveraineté, c'est mon pouvoir à moi intrinsèque, qui n'appartient qu'à moi, que personne ne peut me donner, autre que moi. Et donc, c'est mon pouvoir de me diriger dans ma direction. Excusez-moi pour le bruit, ça ne va pas durer. Et donc, ça, c'est le pouvoir intrinsèque. Et le leadership dans tout ça, c'est quand, depuis mon lieu à moi d'intervention personnelle, je rejoins les mandats qui m'ont été donnés et j'ose exercer du leadership pour pouvoir faire changer les choses, changer le statu quo. Et je peux être au sommet de l'entreprise et avoir du leadership. Je peux être au bas de l'entreprise et j'ai eu des étudiants stagiaires qui ont transformé leurs entreprises depuis leur rôle de stagiaire. Le leadership ne dépend pas de la position d'autorité. On peut avoir du leadership sans autorité. Et donc, ce leadership, c'est ce que j'appelle dans un néologisme le pouvoir qu'intrinsèque, parce que c'est dans l'échange que les choses se font autour du leadership. Voilà. Et puis, on peut regarder ça en arabe. Donc, le pouvoir, c'est le qudra. Le pouvoir extrinsèque, c'est le sulta. En français, on a le sultan. Le sulta, c'est la Il y a un mot position, d'origine arabe. qui a évidemment un mot d'origine arabe. Voilà. C'est pour ça que je le dis. Hein. Merci Nassef de faire la connexion jusqu'au bout. Le leadership, la meilleure traduction que j'ai pu trouver depuis 10 ans que j'interviens au Maroc, c'est le mot riada. C'est le leadership, c'est ma capacité à mobiliser. Et puis, ce pouvoir intrinsèque qui est ma souveraineté, c'est siadati, ma souveraineté à moi tout seul. Le souverain du Maroc a sa souveraineté et son pouvoir. Mais chacun d'entre nous, êtres humains, on a une souveraineté personnelle et pouvoir la reconnaître, ça change tout. Et le leadership et l'autorité qui est féconde dans mon observation, dans ma pratique de consultant, et c'est une pratique qui permet à ceux qui ont l'autorité de reconnaître la souveraineté de chacun. Et quand cette souveraineté de chacun est dans un processus de divergence autorisé, libéré, alors des choses extraordinaires se font en termes d'innovation. Et ensuite, ben, l'autorité a besoin de trancher et de pouvoir converger, comme le disait bien Nassef. Donc le leadership, c'est cet aller-retour entre divergence et convergence. Voilà, en comprenant bien les dynamiques de pouvoir grâce au cœur du pouvoir. On va arriver à la dernière phrase. J'aime beaucoup la sagesse portée par Joseph Kizerbo, un philosophe, un sage du Burkina Faso du siècle dernier. Je crois qu'il est décédé maintenant. J'ai eu la chance à Centrale Paris d'avoir son petit-fils parmi mes étudiants. Et ça a été une joie de le rencontrer, le petit-fils qui m'a parlé de son grand-père. Mais Joseph Kizerbo, il m'avait touché avec cette phrase il y a une quinzaine d'années. C'est en étant profondément enraciné qu'on est prêt à toutes les ouvertures. Comme disait Aimé Césaire, qui est un poète martiniquais, un écrivain martiniquais,
comme disait Aimé Césaire, être poreux à tous les souffles du monde. Voilà, avec ces mots de sagesse, de poésie, je crois qu'on parle à la fois de divergence et de convergence et de capacité à innover pour la meilleure évolution de nos organisations, quelles qu'elles soient. Et puis pour chacun d'entre nous également. Voilà, je crois qu'on a une dernière Merci. slide. Oui, mais je vous laisse donc la Une parole, dernière. Nassef et Nargis. Non, je pense on est arrivé à la dernière avant de passer à la dernière phase. Mais en tout cas, merci pour ces éléments, ces éclairages. Je pense que ça suscite peut-être des interrogations, des points, des questions, parce on a plus, dans le temps qui nous était imparti, on a posé un cadre, on a posé des éléments, des pistes de réflexion. Peut-être qu'on peut aussi leur donner un peu plus de chair par vos questions, ou peut-être par des illustrations, si vous le souhaitez. Parce qu'effectivement, connaissant un peu le processus d'innovation, parlons un petit peu de cette compétence individuelle personnelle qui est le leadership. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est le mot compétence qui convient le plus? Peut-être que toi, Luc, tu vas peut-être aller au-delà et parler d'une quasiment plus qu'une identité, hein. Je ne sais pas quel est le terme. Je ne sais pas, moi, comme j'ai le partage d'écran, peut-être, est-ce qu'il y a des questions peut-être déjà dans le chat, comme ça on peut les prendre, ou tout Oui, à l'heure, tu semblais oui, dire oui. que Safe avait déjà. C'est ça. Deux interventions de Safe. La première question est la quête de sens. Et il rajoute, quand on sait d'où l'on vient, on sait où l'on va. Alors là, effectivement, c'est un élément très important hein, de l'innovation et du leadership. Innover sans cadre, et tu en t'en parleras mieux, Nassef, c'est probablement partir dans le mur. Mais en termes de leadership, en termes d'exercice du pouvoir, l'expérience que vivent nos étudiants, dans mon cours notamment, c'est la joie de créer un sens commun à travers une raison d'être, une vision commune. Et l'expérience, je crois, de toutes ces promotions successives, au Maroc comme en Chine où je l'ai fait, en France et partout ailleurs, pouvoir créer un sens commun, pouvoir se donner le temps de se dire pourquoi on est là ensemble. Euh, Dans une promotion, ça permet aux étudiants qui ont tous entre, on va dire quoi, 25 et 60 ans, donc des gens d'horizons différents, et avec des sens personnels différents, mais quand ils créent un sens commun, une raison d'être commune, tout d'un coup, il y a une énergie nouvelle qui soude la promotion, qui oriente les apprentissages, qui nous oriente, nous, les intervenants, dans ce qu'on a apporté. Et donc, cette quête de sens, je l'illustre par l'expérience des étudiants du MS Leadership et Projets Innovants. Et évidemment, dans les entreprises qui innovent le mieux, ce sont celles qui ont des visions fortes, claires, partagées par tous. Je me souviens d'un client qui avait créé une belle start-up qui avait 10 ans en France, travaillait avec le Maroc et ailleurs. Le numéro 1 pensait que la vision était partagée. Mais quand on a fait un petit séminaire, il a compris que son numéro 2, copain d'enfance, pensait que la seule vision du fondateur, c'était de gagner de l'argent. Donc il y avait évidemment quelque chose qui n'était pas passé dans le partage de la vision. Et le fait d'avoir travaillé sur la vision, la quête de sens commun pour cette équipe de direction, a transformé l'entreprise vers quelque chose qui était beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus innovant, alignement des partenaires, etc. Donc cette quête de sens, merci Safe, elle n'apparaissait pas dans les slides, mais elle est essentielle dans ces processus. Je vais peut-être juste permettre de rebondir sur ce point et compléter, parce qu'il y a toujours cette dualité, mais qui est d'ailleurs plus analytique que réelle, parce que le monde, c'est un tout, hein, mais quand on doit enseigner des choses, bah, forcément, on doit faire un peu des cases, ne serait-ce que pour les digérer et puis pouvoir appréhender les choses. Mais quand on travaille notamment et pour l'avoir fait, hein, même en profondeur, sur les gens qui ont porté de l'innovation, qui ont mis en place des choses intéressantes, ce qui revient toujours comme étant l'élément fondamental, c'est avoir une vision qui n'a pas été travestie depuis le début jusqu'à la fin. C'est toujours remarquable de voir que les entreprises ou les entrepreneurs qui ont porté les innovations ou les entreprises les plus innovantes, leur vision initiale ou la vision auquel ils sont arrivés et qui a donné, qui a été le feu sacré pour développer leur projet, ben, il n'a pas beaucoup bougé. Et c'est justement parce qu'il n'a pas beaucoup bougé qu'il leur a permis
de naviguer entre, j'ai envie de dire, vents et marées, parce que c'est ça la vie d'une entreprise, la vie d'une organisation. C'est de l'impondérable, c'est des crises, c'est des choses qui ne tournent pas bien, c'est des calculs qui ne se réalisent pas. Mais par contre, la vision, elle reste, elle est là et elle permet justement de leur donner ce cap qui leur permet d'avancer. Et ce que je trouve intéressant justement dans le programme, c'est que ce soit avec toi, bien sûr, Luc, sur la partie vision, mais aussi ce que fait Nicolas Pasquet sur toute la partie visionning et comment est-ce qu'on travaille sur de la vision, c'est de montrer un petit peu ce qu'on peut comprendre sur, ben voilà comment ça fonctionne avec un regard un peu distant quand on va avoir une approche par des études économiques ou sociologiques de l'innovation, voire même anthropologique par ailleurs, et de pouvoir justement les incarner dans des modules, dans des séminaires qui vont dire, ben, c'est quoi au juste? Parce que toujours, moi, ce qui m'interpelle dans ma carrière d'enseignement jusqu'à aujourd'hui, c'est que des fois, les concepts paraissent tellement simples quand on les explique. Ah bah oui, il n'y a qu'à le faire, il y a qu'à Faucon, mais c'est surtout l'expérimentation qui va montrer la subtilité et du coup la difficulté de les mettre en place. Et justement, la chance de t'avoir, Luc, et d'autres, et je pense aussi à Dimitri, et je pense à d'autres intervenants, qui vont donner justement je vais pas parler mais disons les petits réglages nécessaires pour vraiment les implémenter. Je trouve que c'est vraiment très, très puissant et très fort pour pouvoir les mettre en place, pour justement répondre à ce besoin qui est, ben, aujourd'hui, on le voit bien dans notre époque, c'est bien que tout ne va pas très bien et qu'il faut changer des choses. Donc, il faut, comme je traduis un petit peu de mon point de vue, ben, innover. Mais on peut expliquer, on peut montrer, mais il faut faire. Il faut bouger justement les molécules que j'évoquais plus tôt. Mais pour ça, bah, il faut savoir incarner cette volonté, ce savoir-faire, ce savoir-être pour pouvoir déplacer. Donc, c'est vraiment très, très, très important ce que tu fais et ces messages que tu proposes aux gens parce que ils mesurent plus quand ils passent dans mon cours de quoi on parle. Alors que si jamais je, je- ce qui était peut-être un peu l'image des premiers slides où on posait un cadre qui découlait d'une certaine logique et une certaine facilité. Mais c'est la complexité de sa mise en place, de son implémentation, où tout ce qu'on enseigne sur tout le parcours de leadership a toute sa valeur et toute son importance. Magnifique. N'hésitez pas, comme je l'ai écrit dans le chat, à soit poser des questions sur le chat, soit à ouvrir votre micro Ou et même poser des des questions, questions. des réactions. Mhm. Exactement. Ou même des questions sur des choses où, a priori, ne semblent pas très proches de ce qu'on a dit, parce que bon, on s'exprime aussi avec nos mots. On aimerait bien aussi connaître les vôtres. Même si vous avez des idées ou des a priori ou des questions que vous aviez en tête avant même de démarrer le webinaire, on serait ravis de pouvoir échanger, interagir avec vous et voir un peu les connexions possibles qu'on peut imaginer. Moi, j'ai une question. Ah, toujours le même. Ah, écoute, je prends la nature horreur du vide, hein, je le prends. Dans l'une des premières slides, on parlait du sens dans les types de leadership et il y avait le sens de la convergence ou la divergence. Mm. Mais il n'y a pas aussi une situation qui peut être entre les deux, qui est celle de quelque part du statu quo, peut-être qu'elle n'est pas optimale, ni, je dirais, euh, propre à l'innovation, mais peut-être qu'il y a aussi une phase qui est, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, et quelque part dans cette situation-là, il peut se passer des choses qui peuvent apporter de l'innovation dans l'état actuel des choses, avant peut-être soit de diverger, soit de converger. J'aime Je, je, beaucoup. je, je me je me propose de répondre en premier parce que je sens que tu vas avoir plus d'éléments, Luc. Moi, OK. pour répondre à ta question, Safe, j'ai envie de dire, je pense que tu penses à un moment de prise de recul, etc. Mais il y a toujours une finalité en faisant cela. Et finalement, quelle est la finalité de cette action? Parce que ma compréhension du leadership, et je ne suis pas du tout expert du sujet, c'est enfin, d'impacter un groupe pour l'emmener à faire quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, c'est aller vers un même objectif, ou est-ce que ce quelque chose est de faire une même action ou une même activité? Et posant les choses de cette manière, moi je me dis que finalement, ben, quelqu'un qui prend du recul, il va peut-être susciter une orientation
plutôt qu'une autre, soit une exploration, une sérépendité, autre élément d'ailleurs qu'on trouve dans l'innovation, cette idée de pouvoir un peu errer jusqu'à ce que l'idée, finalement, on va la découvrir, ou au contraire, emmener vers la réalisation d'un projet, d'un objectif. Luc, je sais pas, voilà, Oui, oui, moi, je sais pas comment tu je veux suis compléter. traversé par beaucoup d'idées et je suis contraint par le temps. Je crois qu'il y a deux idées principales qui me viennent. Alors, la première idée par ordre chronologique, c'était un peu ce que tu as dit déjà, Nassef, en termes de prendre du recul. Et alors, je vais aller plus loin, je vais être plus précis, je crois, sur le mot prendre du recul. Il me semble que, en tant que manager, qu'on soit N-5 ou 8 dans les grandes organisations, ou qu'on soit au sommet de l'entreprise, on est toujours manager. Euh, et si vous êtes là, pour certains, c'est que vous êtes intéressé par ce master leadership et projet innovant. Je crois que quand on est manager, on a toujours besoin de faire quelque chose. Et, et dans les besoins de faire quelque chose, il y a une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé finalement avec beaucoup d'anciens, c'est le besoin de se reposer, le besoin de se retrouver avec soi-même. Et donc pouvoir allouer du temps à non pas un processus de divergence avec les collègues ou les clients ou je ne sais qui, ou de convergence pour pouvoir lancer un nouveau produit, mais tout simplement se donner le temps aussi, qui n'est ni l'un ni l'autre, mais d'être avec soi. Et quand on est avec soi, on va pouvoir être plus avec sa famille et plus avec ses collègues et plus, voilà, il y a ce temps aussi qui est entre les deux qui me semble extrêmement précieux et peut-être que dans les prochaines slides, il faudra rajouter cet intermédiaire pour dire on n'est pas toujours obligé d'être là-dedans ou là-dedans parce que les deux sont potentiellement fatigants. Et puis l'autre chose aussi qui me semble très important, et là je crois que je vais parler plutôt à ceux qui sont proches du sommet d'une organisation, euh, il y a une telle vertu au silence de la part des figures d'autorité. Et ce silence des figures d'autorité, il permet à chacun, souverain de sa partie, de faire ce qu'il a à faire. Et donc c'est une ressource finalement probablement sous-utilisée par beaucoup de managers que d'être silencieux et laisser chacun faire ce qu'il a à faire. Et il y a, dans mon pays, j'ai un passeport français. Dans mon pays, au moment du tremblement de terre qui a affecté le Maroc, il y a eu cette espèce de polémique où les Français, en général, n'ont pas compris comment le roi et l'État marocain géraient le tremblement de terre. Et de mon point de vue, ça a été remarquable la manière dont le souverain est resté silencieux pendant un certain temps dans la confiance que chacun avait à faire ce qu'il avait à faire. Et tout le Maroc, je l'ai vu avec une joie immense, à plein de niveaux, s'est mobilisé pour une solidarité extraordinaire. Et donc, voilà, du palais, je crois, n'est venu né, en tout cas publiquement, n'est venu ni un besoin de convergence ou de divergence, mais est venu un silence bienveillant qui a permis à chacun de faire ce qu'il avait à faire. Alors, j'étais pas au Maroc à ce moment-là, j'ai vécu tout ça de loin et probablement que ce que je dis manque un peu de nuance, mais je crois que ton interpellation entre quid de divergence, convergence, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent se faire. Et voilà, je vous rends la parole, soit pour toi, Safe, c'est des choses à rajouter là-dessus, ou d'autres qui ont, ouais, qui ont à dire des choses. Ouais. C'est l'idée d'être actif sans pour Oui, autant être réactif et réagir. magnifique. Et on est dans un monde, je dirais, dans un monde occidental, on est beaucoup dans la réactivité, dans la nécessité d'être présent, actif tout de suite. Alors que dans un temps long, dans certaines situations, notamment quand on est manager dans certains niveaux, le silence, le bon timing pour agir correctement et pas toujours surréagir. C'est ça, magnifique. Est-ce qu'il y aurait d'autres points ou d'autres personnes qui souhaiteraient peut-être prendre un petit peu la parole ou poser une question dans le fil des questions? Moi, il me vient Oui, un exemple. Ah, il y a quelqu'un?
Ok. Je disais, il me vient à l'esprit un exemple auquel on pense tous, et pour revenir un petit peu sur ce leadership d'innovation, on a tous en tête la figure d'un Steve Jobs a été quelqu'un de très très innovant. Et ben en fait, ce qui est très très intéressant quand on connaît un petit peu l'histoire et le vécu de Steve Jobs, eh ben, il a été connu pour deux choses. Il a été connu pour sa capacité à accueillir des idées nouvelles, à susciter la créativité au sein de ses équipes, mais il était connu aussi pour être un tyran et un bourreau de travail. C'est, c'est- 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 il y a un peu cette ambidextrie, c'est-à-dire que, bon, je passe de côté tout son côté stratège et visionnaire, mais en tant que personne, en tant que leader de projet, il va écouter, il va réfléchir, il va permettre à des gens d'exprimer, donc les idées sont bienvenues, mais les gens, par moments, le détestaient même au sein des organisations parce que il passait finalement de ce côté, entre guillemets, ouvert à la cool, si je peux utiliser ce terme, à quelqu'un de quasiment hyper autoritaire, hyper contraignant, oppressant même, pour justement la réalisation des projets. Et des projets, il en a connu, et des projets innovants, il en a connu. Donc on voit bien que finalement, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux parce que les situations, les moments, des fois, bah, demandent ce côté d'ouverture, d'accueillir un petit peu ce nouveau qui arrive. Et il faut être justement dans cet accueil de l'inconnu. Mais par moments, il faut aussi basculer vers cette capacité à faire en sorte que bah, les projets doivent sortir, qu'on doit respecter le deadline, qu'on doit commercialiser, que tout doit être parfait, qu'il ne doit pas y avoir d'erreur, que le process qualité doit être bon, etc., etc. Et donc, c'est pas deux profils différents qu'il faut avoir, mais j'ai envie de dire deux qualités dans une même personne, avec cette conscience qu'il faut justement osciller entre les deux et faire le balancier entre les deux. Ce qui ne peut d'ailleurs être fait, et je conclus sur ton dernier point, avoir un vrai ancrage. C'est-à-dire qu'on ne peut faire vraiment cela que si jamais on est dans une réelle verticalité, c'est on se connaît soi-même et qu'on est finalement à l'aise avec ces deux facettes. Donc, ce qui peut être notre cas d'ailleurs, je pense, et je prends l'exemple d'un père de famille, il peut être à la fois sévère, entre guillemets rigoureux, mais en même temps proposer, offrir un petit peu ces moments de bien-être, de joie, de liberté et de découverte. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut gérer les choses en bon père de famille, parce que j'aime pas trop cette expression qui est un petit peu enfantillante, mais qu'on peut être, finalement, avoir ces deux caractéristiques et les incarner en même temps. Magnifique. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il est presque 18 heures. Il y a une On peut... question, une perche que j'ai envie de tendre, Nassef, excuse-moi de t'interrompre. On Sûr. a évoqué le master et peut-être qu'il y a une question ou deux sur le master qui sera là aussi, au-delà de ces questions de leadership et d'innovation. Sachant qu'il y Ah a oui, bien au sûr. moins deux anciens que Oui. j'ai repérés dans le groupe là, qui pourraient aussi répondre Mhm. mieux que nous. Si jamais il y a des gens qui ont des questions spécifiques sur le master, c'est bien ça. C'est ça. OK. Dans le dernier webinaire, on a été beaucoup plus loin en parlant du master. D'ailleurs, on va partager le replay avec du dernier webinaire qui était spécialement dédié au master et où on répond déjà à pas mal de questions. Et donc, justement, en parlant du master, donc la semaine prochaine, nous vous invitons dans les locaux de l'École centrale Casablanca. Donc, pour une soirée découverte du Master Leadership et Projets Innovants. Donc, ça a commencé à 18h et en fait, on veut vous faire découvrir un petit workshop sur l'innovation qui sera animé par Nassef. On va de nouveau présenter le programme avec d'autres alumni qui seront sur place et vous pourrez du coup poser toutes vos questions aux alumni et puis surtout voir les locaux, sentir un peu l'énergie de ce master. Et donc, pour vous inscrire à cette soirée découverte, donc, il y a un QR code sur lequel
que vous pouvez prendre donc pour réserver votre place directement. Normalement, vous allez recevoir aussi un email demain ou après-demain où vous allez pouvoir vous inscrire. Et pour ceux qui se questionnent déjà sur la possibilité de rejoindre le LPI, je peux vous laisser donc la procédure, procédure, ça fait très, très, très sérieux. Le processus de candidature, c'est d'abord un call avec moi qui vais donc vous qualifier, ensuite un dossier de candidature, un entretien d'admission. Et le règlement de la compte vous permettra de rejoindre. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous directement, je vous mets ici je vous le remets aussi dans le chat. Donc, il est en QR code, mais vous pouvez aussi directement prendre rendez-vous dans le chat et on pourra avoir un entretien personnalisé sur votre projet, sur la manière dont ce Master Leadership peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci à Luc qui, je pense, a sa contrainte dans exactement 1 minute. Hicham M qui vous dit « Toujours un plaisir de vous écouter ». Merci à Nassef pour cette super présentation. Et Hicham M qui va animer un super module, dont un vrai simulateur d'avion samedi prochain. Donc Hicham M, je devine de quel Hicham on parle. Et donc qui intervient dans le master et qui fait un module sur le leadership et l'aéronautique. Et tout ça se termine en apothéose dimanche dans le simulateur, le réel, le vrai, le 737, pour justement voir un peu comment les pilotes d'avion finalement ne crachent pas tant que ça et respectent un peu les vies humaines. Et ça, c'est dû bien sûr à leur technicité, mais à beaucoup, beaucoup de leadership. Merci Hicham. Et j'ai envie de saluer Hicham et tous les Merci pilotes tout le de la monde. RAM qu'on a pu avoir. Tous les pilotes de la RAM qu'on a pu avoir comme étudiants et puis maintenant Hicham comme enseignant à nos côtés. C'est vraiment magnifique, cet C'est écosystème. toujours un plaisir d'apprendre avec vous, hein. J'ai beaucoup appris aujourd'hui en tout cas. Pareillement. Merci pour ta modestie, Hicham. C'est un plaisir. Donc à bientôt alors. À très vite. À très vite. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. C'est un plaisir, Luc. Merci, Nassef. Safe, merci. Toujours là, toujours corpo du LPI. Merci, mon ami. Bye. Ciao, ciao.
Bonjour, il y a eu un petit couac sur LinkedIn. En fait, le webinaire était à 17 h. Je ne sais pas si vous avez reçu les mails en question. Allô? Bon, en tout cas, vous allez recevoir le replay de ce webinaire demain ou après-demain. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, Je ne vois pas. je n'ai pas mon appareil. Désolée, vous nous avez posé une question. Oui, donc Oui, j'ai vu. il y a eu un petit bug sur LinkedIn. En fait, le webinaire, il était à 17 h. Et sur LinkedIn, je crois que c'était écrit 18 h, on s'en est rendu compte. Mais en fait, quand on s'inscrit, les mails, ils disent bien que c'est 17 h. Donc, normalement, les mails, ils étaient là pour rétablir. Mais en tout cas, on l'a enregistré et on va vous envoyer le webinaire, on va vous envoyer le replay demain. Ok, parfait. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre compréhension. Au revoir. Merci. Merci.